La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Ksenia Fedorova. Bonjour Ksenia Fedorova. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, présentatrice de Lumière Orthodoxe aujourd'hui sur CNews et surtout on vous connaît comme l'ancienne présidente de RT France, Russia Today, la maison française, et vous présentez votre livre Banni, la liberté d'expression sous condition. Voilà, vous pouvez voir l'image pour tous nos amis qui ont l'image. C'est aux éditions Fayard. Dans ce livre Banni, vous revenez évidemment d'abord sur votre parcours de vie, sur votre jeunesse, peut-être aussi pour nous expliquer, on va y revenir, comment très vite vous avez compris, en ayant pas mal voyagé, que une vérité, racontée dans un pays pouvait être tout à fait contredite ou vue autrement dans un autre pays. Vous l'avez vécu très tôt dans votre chair. Évidemment, il s'agissait de la Russie, vue d'autres pays, notamment de l'Autriche. Et puis, ensuite, vous racontez votre parcours en tant que présidente de RT France et à quel point, depuis le début, finalement, vous dites depuis le début, on nous avait mis une cible sur le dos et depuis le début, RT France devait mourir, devait être banni. Et vous racontez notamment, on va commencer par là si vous le voulez bien, cette conférence de presse à Versailles où donc Emmanuel Macron, dans son premier mandat, reçoit en grande pompe, je le rappelle, Vladimir Poutine. Et vous vous dites finalement, écoutez, ce rapprochement diplomatique va nous permettre de poser une question à Emmanuel Macron. Et vous avez préparé, alors évidemment, on vous refuse en tant que journaliste dans le pool français, mais vous tentez de passer par le pool russe qui marche et vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous pouvez nous raconter la fin de l'anecdote ? Bien sûr, mais en fait, il faut que je précise que depuis le début, même avant le lancement de notre chaîne RT France, qui était une chaîne française avec la licence qui on a signé la convention avec le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, et avec les journalistes françaises, avec les cartes de presse. Donc, en fait, on était prête à lancer notre chaîne et c'était déjà la campagne d'Emmanuel Macron. Et en fait, on a compris qu'on n'arrive pas à recevoir l'accréditation dans son quartier général et personne ne nous explique pourquoi. Et en fait, c'est continu quand il est devenu président de la République. Et pas seulement on n'a pas eu l'accréditation à l'Élysée, mais aussi tous les ministères, le ministère des Affaires étrangères. En fait, RT France s'est trouvé un peu comme persona non grata, mais en fait, sans aucune explication pourquoi. Donc, c'est vrai que je pensais que je vais profiter cette occasion, la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Versailles. Déjà, c'était hyper compliqué d'avoir l'accès parce que bon, il n'a pas eu les réponses de côté des services de presse d'Emmanuel Macron. Donc, j'étais obligée un peu aller par les services de presse de président russe et c'est comme ça, en fait, j'avais l'accès. Et je me souviens très bien que dans ma tête, j'étais encore un peu naïve. Je me suis dit: «Bon, je vais poser cette question et probablement Emmanuel Macron va répondre quelque chose, de genre, "Si vous faites votre travail proprement, vous allez absolument avoir l'accréditation"». Mais en fait, non. La réponse était hyper violente vis-à-vis des journalistes de RT France et c'est marqué en fait Oui, parce que, notre, pardon, juste pour préciser, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, vous aviez deux questions prévues, mais votre deuxième question était concernant les journalistes de RT France. Pourquoi vous ne receviez aucune accréditation ? Pourquoi finalement vous étiez banni de tous les événements gouvernementaux, on va dire ? Exactement. Pourquoi cette discrimination? Mm. En fait, on n'a toujours pas compris pourquoi. Bon, on a les petites idées, mais la réponse était assez violente. Elle a dit qu'ils ne sont pas les journalistes, mais nous sommes les organes de propagande messagère. Voilà, donc ça, c'était révélateur Si vous le parce que... permettez, Xenia, je vais citer exactement, puisque vous le citez vous-même, Emmanuel Macron, dans cette réponse précise. Je trouve ça très intéressant, c'est très éclairant, et je trouve que ça nous permet de débattre tout de suite et de poser tout de suite les sujets. C'est pour ça que je prends le temps de le faire. Il dit, voilà ce qu'il vous répond lors de cette conférence de presse, donc tout est filmé, de toute façon, vous pouvez vérifier, chers amis. Il répond: « J'ai toujours eu des relations exemplaires avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. » Voilà, ça commence bien. Il poursuit. « Les responsables politiques ont des responsabilités. Ils doivent prendre des décisions et dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui, à plusieurs reprises, ont produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et j'ai considéré, je vous le confirme, qu'ils n'avaient pas leur place à mon quartier général. » Il ajoute ensuite:
La totalité des journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne. C'est simple. Les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. C'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient d'interférer en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai en rien. Alors, je vous propose, parce que pour moi, c'est le nœud de tout ce qui se joue en France, mais ailleurs d'ailleurs, et vous en parlez dans votre livre. Quand il parle, il dit: vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des organes de propagande, et vous répandez des contre-vérités graves. Et il dit: c'est impossible dans le cadre d'une campagne démocratique. C'est intéressant parce que c'est lui qui décide ce qui est une contre-vérité et ce qui est de l'ordre de la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais c'est déjà très intéressant qu'Emmanuel Macron décide qui sont les journalistes et qui ne sont pas les journalistes. On n'a jamais produit les contre-vérités contre sa personne, contre sa campagne. Hmm. On n'a même pas touché le sujet des Macron Leaks. Donc, tout ça, ce n'est pas vrai. C'est juste ce n'est pas vrai. Et en fait, on n'a Est-ce que pas vous avez eu déjà de. été attaqué par Emmanuel Macron pour diffamation sur un propos ou un autre? Oh, bien sûr que non. Et regardez, on a travaillé pendant presque 6 ans avec la Convention des CSA. On n'était jamais sanctionné. Donc, l'ARCOM n'a jamais trouvé une raison de nous sanctionner. On a eu qu'une mise en demeure, mais après, notre licence était renouvelée. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé. C'est pour ça RT France était interdit par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, parce que Hmm. en France, c'était impossible de l'interdire sans base légale. Bon, à l'époque, aujourd'hui, on voit qu'ils trouvent autre moyen d'interdire les médias et Oui, c'est le cas avec C8. oui, oui. Alors, en effet. Et alors, justement, on va élargir un peu le sujet parce que, et c'est ce que vous dites à la fin de votre livre, vous dites finalement à qui le tour, je crois que c'est le titre de votre dernier chapitre, à qui le tour en disant, mais finalement, là, on parle de RT, mais ça pourrait tous nous concerner. Vous parlez d'ailleurs de C8 aujourd'hui, et on a vu qu'il y avait eu d'autres chaînes qui avaient été mises en danger ou pointées du doigt, et que finalement, on a beau se dire à un moment donné, bon, pour le moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'ils sont accusés parce qu'il y a vraiment un manque de travail déontologique, etc. Et on se rend compte que le spectre aujourd'hui, les accusations touchent de plus en plus de médias et qui sont des médias alternatifs, on peut le dire, ou d'opposition, finalement, qui s'opposent à Emmanuel Macron. Donc la question est, qui doit décider à quel moment un média est un média d'opposition ou un média de propagande de quelqu'un qui... Enfin, comment c'est possible finalement que ce soit Emmanuel Macron, le président, qui décide si c'est démocratique ou ça ne l'est pas, si c'est de l'opposition ou si c'est de la propagande? C'est une très bonne question. En fait, moi, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée avec une idée que bon, la France, c'est un pays des libertés, les libertés d'expression. Et en fait, ce que j'ai vu qu'il y a le président de la République qui essaie de contrôler, en fait, et il a même choisi, je pense, les journalistes qui pouvaient venir poser les questions pendant les conférences de presse. Donc, il a fait ce discours contre RT, une chaîne qui a respecté toutes les lois et les lois françaises et qui a embauché les journalistes françaises d'abord qui sont travaillés dans les médias différents avant RT France. On a eu même les personnes qui étaient assez connues, comme Frédéric Tadei, qui dirigeait un débat chez nous, interdit d'interdire. Mhm. Et ils sont tous travaillés en toute liberté et avec le respect de déontologie. Ce que j'ai vu, c'est en fait chaque voix ou une voix qui dérange, une voix qui va contre le narratif général, ça inquiète, ça dérange les pouvoirs et il cherche la façon de décrédibiliser soit les journalistes, soit les experts qui s'osent poser des questions ou se prononcer contre la ligne générale. Et c'est un peu aussi, et je parle de ça dans mon livre, c'est un peu aussi le cas des journalistes des paysages audiovisuels. Je ne veux pas généraliser parce qu'évidemment, il y a de bons journalistes aussi, mais euh, en réalité, ce que je veux, ce sont les journalistes qui s'autocensurent énormément. C'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, il ne faut pas que je touche ce sujet sensible. Si je le touche, je vais le parler de cette façon-là.
Et en fait, il n'existe plus un débat, il n'existe plus le pluralisme et diversité d'opinions. Et ça, c'était une énorme surprise pour moi. Je pense qu'avec RT France, on a essayé de faire exactement ça. On a créé une plateforme qui accueille tous les voix, tous les positions politiques différentes. Et on était attaqué pour ça, par exemple, avec les couvertures de mouvements de Gilets jaunes. Oui, euh, la façon, le niveau des attaques par les journalistes, par les confrères, c'était quand même impressionnant. On nous a accusés de déstabiliser la France seulement parce qu'on s'est permis de faire la couverture complète de ce mouvement et donner la parole à Gilets jaunes à un moment. bien Donc, sûr. ça, c'est vraiment triste et ce n'est pas amélioré. Et avec le conflit en Ukraine, malheureusement, on voit qu'il manque vraiment le pluralisme de points de vue. Par exemple, si on regarde comment ces conflits étaient depuis 3 ans couverts par les médias français, on voit évidemment qu'il y a du point de vue de Zelensky qui est présent, du point de vue de l'OTAN, la narrative de l'OTAN, de l'Union européenne, mais en fait, il n'a aucun point de vue de la Russie. Ouais. Et ça, la Russie, en fait, il n'y a pas les pays. Il faut parler de tous les Oui. points de vue. C'est absolument important. Alors, vous considérez finalement que le rôle de RT pendant ce conflit aurait pu être justement, enfin, était d'équilibrer cette diversité, ce pluralisme, en apportant le point de vue russe qu'on n'entendait pas ailleurs dans le paysage médiatique? Moi, vous savez, je pense que déjà, je pense qu'on a fait quelque chose de bien avec RT France parce que, comme je dis, on a eu la plateforme pour tous les voix et pour tous les points de vue. Après, RT France n'était pas seulement voix de la Russie parce que ce qu'on a fait, on a donné la plateforme à position russe, mais on a aussi donné la plateforme à position européenne, américaine, etc., etc. Donc, on a eu cet équilibre nécessaire et n'oublions pas qu'on était hyper surveillés par l'Arcom, donc Hmm. on a fait tout pour éviter de donner les outils à l'Arcom de nous interdire. Heu, je pense que c'est dommage quand les médias disparaître. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'essayer d'infantiliser, les Français parce que je pense que les gens peuvent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent, regarder. Finalement, s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils vont changer la chaîne. Interdiction, ça sert à rien Oui. et en fait, ça a créé, à mon avis, une façon de résistance parmi les spectateurs. Je pense que tous ceux qui veulent savoir un peu plus aujourd'hui, ils ont déjà trouvé leurs sources alternatives sur internet, et ils regardent plus les médias. Donc à mon avis, les médias généralistes sont en train de perdre beaucoup de confiance des Français et pas seulement en France, en Europe aussi. Et c'est pas la faute les Russes ou RT France qui était interdit, en fait, c'est la faute des pouvoirs qui décident pour les gens, heu, qui pensaient, Oui. pas réfléchir, qui regardaient. Ça, c'est la censure en marche aujourd'hui. Alors, il se passe quand même beaucoup de choses aujourd'hui dans notre actualité internationale qui finalement va peut-être permettre aussi à la France, aux Français, d'interroger ce qui s'est passé, notamment la suppression de votre chaîne, mais bon, si on élargit le spectre au niveau européen, ce qui s'est passé en Roumanie, par exemple. Enfin, voilà, je m'explique, avec l'élection de Donald Trump et puis maintenant l'ensemble des révélations qui sont faites, des discours qui sont menés. Je fais notamment référence au discours de Munich de J.D. Vance, où il interroge la démocratie européenne, où il se demande finalement si les Européens, qui, tout comme les Américains, le rappelle-t-il, ont cette valeur de démocratie, de représentation du peuple, de liberté d'expression, si les Européens sont toujours alignés finalement avec ses propres valeurs. Il interroge, il pose cette question pendant ce discours qui est fondamental, je pense. Euh, Finalement, c'est une façon de mettre un peu les Européens devant leurs propres obligations, comme ils l'ont fait eux, euh, après l'élection de Donald Trump, d'interroger tout ce qui s'était passé et de souligner les mensonges qui avaient été, je rappelle, les Twitter Files, mais d'autres, Facebook, Mark Zuckerberg qui a fait volte-face, tous ont admis qu'il y avait eu de la censure, de la propagande, et que désormais ce serait autrement. On voit aussi ce qui se passe avec le FBI et la liste de Epstein. Donc on voit bien finalement qu'on est en train de vivre un grand renversement et que les Américains, et c'est intéressant que ça vienne des Américains, les Américains eux-mêmes admettent qu'il y a eu mensonge sur la campagne. Donc Donald Trump lui-même le dit, il y a eu mensonge sur la campagne de diffamation
contre Vladimir Poutine. Et puis tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant était censure et mensonge. Donc comment vous, Xenia Federova, qui justement avez souffert de cette diffamation et de de cette mise au banc de la société, comment vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump en fait, expose tous ces mensonges, parce que Donald Trump lui-même, il était la victime d'un énorme mensonge de Russiagate. Et en fait, tout ça, son première, quand elle était sur la poste de président des États-Unis pour la première fois, c'était ça en fait l'arme des démocrates pour les décrédibiliser. Et en fait, je pense que aujourd'hui, tout ce qu'on voit et entend, c'est aussi grâce à cet harcèlement qu'il a vécu par les médias mainstream, parce qu'il s'est dit, bon, je vais les exposer. Et il n'a rien à perdre, il a 4 ans qui reste. Donc, cette étape profonde qui existe et qui est exposée aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire ce qu'on voit. Et le speech, le discours de J.D. Vance à Munich, je pense que c'était hyper importante et aussi importante de sens qu'on a vu la réaction dès l'Union européenne, des dirigeants européens il était en panique en fait, et parce qu'il a touché exactement où ça fait mal. Parce que les Européens, les gens ne sont pas stupides. Ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils comprennent qu'il y a des mensonges, qu'il y a une façon de propagande. Et en fait, quand ça vient du vice-président des États-Unis, c'est quand même très, très fort. Et pour l'Union européenne, bon, Thierry Breton a menacé Elon Musk de fermeture de X si la plateforme sera trop libre. Mais attendez, est-ce que vous vous rappelez comment Twitter était avant que Musk l'ait acheté? Bah, c'était une plateforme de censure. Oui. Moi, mon compte personnel était shadow banned sur Twitter. Donc, en fait, les gens qui ont travaillé pour Twitter France, ils étaient absolument liés avec le pouvoir, avec la politique de l'État. Et en fait, ils sont faits en étiquetage, on peut dire Mhm. ça et choisit quels comptes sont visibles, quels comptes sont pas visibles. Donc c'est ce qui se passe, c'est énorme. Je pense il y aura beaucoup de choses qu'on va apprendre dans les prochains mois. Déjà, on a appris avec l'USAID où d'argent vient et dans le monde et c'est investi parmi les chaînes et parmi les journalistes indépendantes, les ONG, etc. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant pour moi en tant que journaliste de voir Oui. ce qui se passe. Ouais. Et finalement, est-ce que vous êtes optimiste peut-être pour le paysage médiatique français, européen, et peut-être aussi pour vous, parce que là aujourd'hui vous êtes présentatrice de Lumière orthodoxe, mais vous avez quand même perdu votre média. En fait, alors c'est vrai que je fais des épisodes d'émissions, petites émissions sur l'Église orthodoxe russe, serbe, arménien, grec, qui étaient diffusées sur C8. Comme vous le savez, C8 n'est Mm. plus là. C'est toujours disponible sur my canal, mais je fais aussi une fois par semaine, je participe dans une émission de news internationale sur CNews, chaque jeudi à 16 heures, et je fais quelques articles pour GD News. J'ai déjà parlé de sujets comme liberté d'expression, je parlais de l'Ukraine et aussi la libération d'Auschwitz, où la Russie n'était pas invitée. Et j'arrive à toucher un peu les sujets qui je trouve intéressants grâce à la groupe Canal+, qui m'a Mm. donné la parole, et en fait, qui m'a accueilli. Mais c'est rare aujourd'hui, et en fait, je pense que c'est peut-être le seul groupe qui est un peu ouverte, euh, plus ouverte que les autres, qui m'a donné cette opportunité. Pour RT France, malheureusement, c'est la page est tournée, la chaîne est disparue, les salariés, et je ne parle pas de moi, mais je parle de plus que centaines de salariés français, euh, les techniciens, les journalistes qui se trouvaient en chômage, qui sont perdus leur job, qui étaient mis en silence. En fait, mon livre, c'est sur ça. C'est pas seulement une histoire de Xenia Fidarova, un patron des chaînes, mais c'est une histoire aussi de journalistes qui ont vécu une énorme censure Mm. et injustice, sous un silence, manque de solidarité parmi les confrères de notre chaîne. Et ce qui se passe, c'est très important c'est très important de parler de ça parce que c'était la première
appelle. Donc j'alerte dans mon livre, c'est une question à poser à Français parce qu'on était les premières. On voit aujourd'hui qu'il est assez vite qui sera la prochaine. Sa censure, elle n'arrête pas. Donc je ne suis pas très optimiste pour l'instant pour l'Europe parce que je vois que l'Europe essaie de résister, en fait, pas seulement la paix en Ukraine, mais en fait, résister tout ça, essayer de contrôler l'information, essayer de continuer de diriger les idées, l'esprit de leurs citoyens pour contrôler plus. Donc, on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste pour être très honnête avec vous. Xenia Federova, c'est un peu le comble finalement, mais est-ce que vous diriez que la Pravda, aujourd'hui, elle est en place en France? Vous savez, moi, je tenais à Union soviétique, mais évidemment que je ne me souviens plus du tout parce que j'étais très petite. Mais comme on a parlé de ça dans mes familles, dans ma famille, dans les familles de mes amis, je pense que c'est vrai que les Russes sont un peu vaccinés contre la propagande et en fait, la Pravda, vous mentionnez beaucoup, mais je ne vois pas ça en Russie. Aujourd'hui, je vois ça en fait en Europe. Je vois cette censure, je vois cette Hem, ces gendarmes des pensées qui décident, qui a le droit de continuer à travailler, qui pas et je précisais qu'Arte France était fermé était interdit par l'Union européenne sans aucune base légale, sans même donner une raison pourquoi. C'était une façon préventive. Donc ils ont essayé de nous tout de suite arrêter parce qu'il y a eu conflit en Ukraine, mais c'était toujours les tentatives, de pouvoir en France. Donc, moi je pense qu'il y a ouais, il y a une menace qu'il n'y a plus de liberté d'expression et Pravda ou pas Pravda, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est très, très, très inquiétante. Ouais. Alors, je voulais juste parler d'un petit sujet, enfin un petit sujet, c'est pas du tout un petit sujet, mais un point un peu plus particulier, Xenia Federova, que je trouve intéressant de faire connaître à nos auditeurs. Vous parlez de CNN, enfin du manque de déontologie en fait des autres médias. Alors, sans parler de ceux qui ont pratiqué l'autocensure ou qui n'ont pas tenu, qui n'ont fait aucune, il y a eu aucun syndicat par exemple qui ne vous a soutenu, RT France, quand vous avez été fermé, banni, et puis très peu de journalistes, je tiens à dire que je vous ai toujours défendu d'ailleurs, mais très peu de journalistes qui ont eu le courage de le faire. Euh, eh bien, vous parlez aussi de CNN qui a volé les images de RT. Et qui, alors, non seulement a volé les images de RT, mais en plus qui a inversé le sens. Et comme nous, on a déjà vu des choses pareilles avec LCI qui avait utilisé des images pour les interpréter comme il le voulait. Je trouve ça intéressant aussi que vous fassiez connaître cette anecdote. Non, absolument, en fait, en 2018, si vous vous le souvenez, il y a eu un conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud et la Russie a intervenu et en fait, c'était un conflit assez court mais c'était très massivement couvert dans les médias mainstream et moi, j'étais encore, dans la rédaction donc je travaillais directement avec la couverture des news internationales et je me souviens qu'on a eu notre jury, notre caméraman, sur le terrain et il a filmé le bombardement, de lui qui s'appelle Tsinval. C'est le côté de Ossétie du Sud et le même soir, je regarde CNN et je vois les images de notre jury, en fait, diffusées sur CNN, mais avec une explication qui c'était, la ville géorgienne qui était bombardée par les Russes. Hmm. En fait, Un ça m'a versement des vraiment informations, choquée. hein, oui, et de l'accusation. Exactement. Oui. Donc, pas seulement ils ont volé les images, ils ont complètement changé le sens. Et ça, malheureusement, j'ai vu à plusieurs reprises. Ça arrive souvent. Hmm. Ça arrive souvent parce qu'ils sont jamais, comment dire, personne le prend pour coupable. Vous savez, par exemple, si on regarde en France, on voit qu'il y a plein des erreurs, de mensonges, des contre-vérités qui sortent de temps en temps sur le plateau télé mainstream, généraliste, mais on voit jamais l'Arcom essayer de les censurer pour ça. En fait, en même temps, ils seraient les autres médias qu'ils trouvent dérangeantes, et pour chaque petite erreur, ils sont
soit sanctionnés, soit avertis, soit mis en demeure. Donc, ce qui nous arrivait avec RT France, en fait, on a reçu une mise en demeure parce que notre éditeur dans la rédaction s'est trompé et mis les images et les sons dans les postes différentes, en fait, parce qu'il n'a pas parlé de Ah oui. arabe, dialecte syrien. Et voilà, et donc pour ça, on a reçu une mise en demeure, mais on voit par exemple que France Télévisions fait de temps en temps n'importe quoi et jamais sanctionné. Il y a 2 poids, 2 mesures évidemment. CNN, c'était pour moi un point, de non-return comme on dit en anglais, pas de retour parce que je compris que c'était pas juste une erreur, c'était fait exprès. C'était Oui, pas juste une erreur, c'était oui. pour changer Le la sens. narrative, pour Oui. manipuler les gens exactement et donc ça malheureusement quand il s'agit de la Russie, je le vois souvent. Mm. Cette idée qu'il faut absolument, si on fait la couverture de la Russie, il faut absolument parler de choses qui sont mal, c'est un peu leur know-how. Voilà, mais c'est intéressant pour moi de conclure là-dessus parce que quand on parle de déontologie, pour reboucler avec l'introduction et les propos d'Emmanuel Macron, quand on parle d'organes de propagande, quand on parle de démocratie, quand on parle de liberté d'expression, peut-être commencer par regarder en effet ces médias-là qui, vous le montrez en tout cas clairement, ils ont été d'ailleurs condamnés, hein, pour ceux où vous les avez fait condamner, ont changé le sens, volé une image et changé le sens de cette image. C'est quand même très très grave, volontairement. Là, il n'y a pas une erreur technique comme ça peut arriver évidemment. Non, ils ont changé le sens de l'image. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Qui est la propagande de qui? Qui est la pravda de qui? Qui est la liberté d'expression aujourd'hui? Où est la liberté d'expression? Et ben voilà, toutes ces questions finalement auxquelles vous ajoutez dire de l'eau au moulin, Xenia Fedorova, par votre livre, je rappelle, Banni, la liberté d'expression sous condition, aux éditions Fayard. Pour ceux qui ont l'image, notamment sur YouTube, vous pouvez voir la couverture ici s'afficher. Merci encore Xenia Fedorova. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.